La lame entre sans bruit. Seule une poussée courte et humide, et l'homme s'effondre au sol. Tel était le travail de l'épée romaine que les anciens appelaient le glaive. Sur le champ de bataille, elle ne scintillait pas au soleil comme les lames des barbares, elle ne coupait pas, mais poignardait, rapidement, précisément et inhumainement. Polybe écrivait que les Romains vainquaient non par la force, mais par la discipline et la froideur de l'acier. Mais pourquoi cette épée courte, d'apparence simple, inspirait-elle une terreur panique chez les ennemis? Les guerriers qui le maniaient s'appelaient des légionnaires, des soldats professionnels dont les corps et l'esprit s'endurcissaient lors d'entraînements quotidiens. Leur lame, d'une longueur d'environ 60 cm, pesait moins d'1 kilogramme, mais devenait le prolongement de leurs bras. Cette technique avait son propre nom, Gladius Hispaniensis, l'épée espagnole, utilisée pour la première fois après les guerres puniques, lorsque les Romains l'empruntèrent aux tribus ibériques. À partir de ce moment, le glaive devint plus qu'une simple arme, un symbole du pouvoir de Rome. Imaginez la scène, la chaleur, la poussière, la densité de la formation. Les légionnaires se tiennent épaule contre épaule, leurs énormes boucliers sont imbriqués, et à travers les fentes étroites, ils portent des coups, telle une machine à coudre de chair et de fer. Chaque pas est affûté, chaque expiration est au rythme de la marche. Dans cette mécanique, il n'y a ni colère, ni peur, seulement un calcul froid. Une tactique où les émotions sont remplacées par l'automatisme. Une telle formation s'appelait une manipule, une unité de combat de 200 soldats, agissant comme un seul corps. Elle était commandée par un centurion, un guerrier expérimenté, ayant participé à des dizaines de campagnes. C'est le centurion qui enseignait à la recrue qu'une frappe de taille est une erreur. Elle expose le corps, tandis qu'une estocade achève le combat. Dans l'armée romaine, la technique de l'estocade était considérée comme un art, car elle exigeait un esprit froid, et non la fureur. Tite-Live écrivait qu'après la bataille de Cannes, où plus de 70 000 Romains périrent, ce fut le glaive qui devint le symbole du renouveau de la discipline. L'Empire comprit. Seule la précision et le système pouvaient vaincre le chaos. Les archéologues trouvent des lames sur lesquelles sont gravés les noms des propriétaires, et des marques de bataille, comme si chaque épée avait eu son propre destin. Cette lame n'était pas seulement du fer, elle devint le nerf de Rome, courte, tranchante et implacable. Son acier se taisait, mais parlait pour toute une civilisation. Et lorsqu'elle étincela pour la première fois au soleil, le monde antique comprit, ici commence une ère où la vie humaine se mesure à la longueur de la lame. Mais pour comprendre pourquoi cette épée devint l'arme principale de l'Empire et comment elle changea la nature même de la guerre, il faut regarder là où tout a commencé, dans les camps où les Romains transformaient des gens ordinaires en machines de combat. Le camp militaire romain sentait le fer, la fumée et la sueur. Dans cette odeur résidait toute la logique de l'Empire. Ici, on forgeait non seulement des épées, mais aussi le caractère. Chaque matin commençait par un cri de commandement, suivi d'une marche de 20 000 sous le poids des armures, du bouclier, des armes et des provisions, près de 40 kg par homme. Les Romains appelaient cela l'exercitatio, un entraînement quotidien. Polybe notait. La discipline du légionnaire commençait avec la fatigue, car seule la fatigue fait d'un combattant un véritable soldat. Les guerriers s'entraînaient avec des épées en bois qui étaient 2 fois plus lourdes que les véritables glaives. Leur but n'était pas de découper l'ennemi, mais de frapper avec plus de précision. Et c'est ici qu'apparaît le terme qui définissait tout, la disciplina. Ce n'était pas seulement de la discipline, mais un ordre sacré où chaque mouvement était soumis au rythme. À Rome, la discipline n'était pas une méthode, mais une foi. Pour toute infraction, le fouet, la honte, l'exil. Pour l'excellence, le respect et le droit de se tenir en première ligne. Imaginez, des centaines de corps se meuvent en synchronie, soulevant la poussière, tel le souffle d'un être vivant. Un pas, une inspiration. Un coup, une expiration. Leurs corps sont couverts de sueur, mais leurs yeux sont secs et froids. Ce n'est pas un entraînement, c'est un rituel de transformation de l'homme en arme. Le centurion marche le long de la rangée, observant silencieusement chaque mouvement. Sa matraque, le vindex, une légère frappe sur le dos pour les paresseux, une lourde pour ceux qui ont peur. Il n'est pas méchant. Il est un instrument de discipline. Chaque légionnaire était tenu de connaître sa place dans la formation. Les premiers rangs, les astati, les plus jeunes et les plus rapides. Derrière eux, les principes, des guerriers d'âge et d'expérience moyens. Et en dernier se tenaient les triarii, des vétérans dont les cheveux gris étaient visibles sous les casques. Quand on disait « l'affaire est arrivée aux triarii », cela signifiait « la situation était désespérée ».
une tactique où l'âge et l'expérience distribuaient le destin même de l'armée. Les légionnaires se nourrissaient simplement du pain, du fromage, de la viande séchée et du vin dilué avec de l'eau. Mais dans ces rations sèches se cachait une logistique géniale. Chaque unité avait sa mule, une charrette avec des provisions de céréales et de sel pour 2 semaines. C'est précisément cette organisation qui permettait à Rome de combattre sur des distances de centaines de milles, là où d'autres armées mouraient de faim avant de succomber aux épées. Le camp était construit selon un schéma unique, quelle que soit la topographie. Des lignes droites, des fossés, une palissade. Chaque tente avait un emplacement précis, pas un pas de côté. Cet ordre était appelé castra, un camp de marche qui pouvait être érigé en quelques heures. Vu d'en haut, cela ressemblait à une géométrie parfaite, dessinée sur le sol. Et chaque fois que les ennemis voyaient comment les Romains érigeaient l'ordre à partir du chaos, ils comprenaient. La bataille était déjà perdue. Les armuriers forgeaient les glaives selon des mesures strictes. Une lame de 2 pieds de long, à double tranchant, avec une pointe étroite. Son poids, environ 700 grammes. Le centre de gravité était décalé vers la poignée, afin que la frappe soit plus précise. Des découvertes archéologiques à Pompéi montrent que même des siècles plus tard, cette norme n'avait presque pas changé. L'épée n'était pas un objet de fierté, mais un instrument, tout comme une pelle ou un casque. Et pourtant c'était elle qui définissait qui tu étais. Le légionnaire dormait avec elle, mangeait à ses côtés, la nettoyait après chaque marche. Si la lame rouillait, honte. Si elle brillait, respect. Les officiers disaient « l'épée est le prolongement de ton cœur ». Mais dans cette simplicité se cachait une idéologie. L'épée n'était pas un ornement, pas un symbole de richesse. Elle était la preuve que tu faisais partie d'une machine qui n'avait pas droit à la faiblesse. Tacite écrivait que les Romains vainquaient avant tout dans les esprits. Quand les ennemis affrontaient pour la première fois une légion, ils voyaient une formation où même la respiration était uniforme. Cela effrayait plus que les coups eux-mêmes. Parce que l'ennemi comprenait, il n'y avait pas de héros ici, pas d'individualité ici. Il y avait un système. Et dans ce système, l'épée était la clé, froide, courte et précise. Mais sa force se révélait non pas à l'entraînement, mais dans un vrai combat, où le sang se mêlait à la poussière. Là où chaque coup décidait non seulement du destin du guerrier, mais aussi de celui de tout un empire. Le combat ne commençait pas par un cri, mais par le silence. Un silence lourd et visqueux avant la tempête. Quand les guerriers se tiennent sous le soleil ardent, la sueur leur inonde les yeux, et qu'au loin on entend les tambours des ennemis battre. Puis l'étendard est levé, et la formation commence à avancer. Au signal du centurion, les légionnaires se rapprochent, les boucliers s'unissent en amure, et la machine romaine entre en action. Les premiers pas sont toujours les plus terrifiants. Mais pour le légionnaire, la peur est aussi une partie de la discipline, gérée aussi précisément que le mouvement de la lame. Quand devant les cris des barbares retentissent, la légion ne répond pas. Le silence est aussi une arme. Polybe écrivait que les Romains entraient au combat si calmement, comme s'ils allaient au travail. Ce n'est pas une métaphore. Chaque soldat connaissait sa tâche, chaque bouclier protégeait son voisin. Une telle formation s'appelait la testudo, la tortue. Les boucliers s'imbriquaient au-dessus des têtes, formant un dôme continu. Contre les flèches et les pierres, presque invulnérables. Mais la véritable force n'était pas dans les boucliers, mais dans la capacité à agir comme un seul corps. La poussière s'élève en un mur. À quelques pas, les légionnaires tirent leurs épées. Le glaive est court et donc pratique en terrain serré. Un pas en avant, une frappe sous les côtes. Le second, en arrière, pour ne pas subir de contre-attaque. Ce n'est pas un combat, mais un mécanisme. Les Romains ne brandissaient pas leurs lames, ils les enfonçaient précisément dans les points vulnérables. La force n'était pas dans l'élan, mais dans l'instant du contact. À ce moment-là, la tactique appelée pilum entrait en jeu. Un lourd javelot que les légionnaires lançaient avant l'affrontement. Le pilum ne se contentait pas de blesser. Sa longue hampe de fer se pliait après l'impact, se coinçant dans le bouclier de l'ennemi et le rendant inutile. Ainsi les Romains transformaient-ils le chaos initial du combat en un avantage. Après le lancer, la formation se resserrait à nouveau et le travail des glaives commençait. Le son du combat ne ressemblait pas à ce que l'on voit dans les films. Ce n'était pas le cliquetis de l'acier, mais des coups sourds, des râles, de courts cris. Les épées ne brillaient pas, elles étaient couvertes de sang et de poussière. Lorsque les légionnaires avançaient, la terre sous leurs pieds devenait visqueuse, glissante. Tacite écrivait qu'après les batailles, il fallait nettoyer les boucliers du sang séché avec des couteaux. Mais pour les guerriers eux-mêmes, ce n'était pas une horreur, mais une routine. Le combat, la continuation de l'entraînement militaire. Des archéologues ont trouvé près du lac Trasimène des pointes de pilum déformées,
comme si elles avaient fondu. Ce sont les traces de cette même tactique. Chaque lancé ôtait à l'ennemi sa défense. Hannibal, qui affronta pour la première fois le système de combat romain, appelait les légionnaires des « bouchers silencieux ». Il comprenait, dans leur froideur, leur force. Lorsque la formation entrait en contact avec l'ennemi, le centurion donnait l'ordre non pas par la voix, mais par un geste. Un cri pouvait être étouffé, mais la matraque levée signifiait une seule chose, frapper. Chaque combattant connaissait le moment. C'était là l'essence de la tactique romaine, un accord sans parole. Les historiens modernes comparent ce principe à la synchronisation d'un orchestre, où chacun connaît sa note. Seulement ici, la musique était faite de sons de mort. Vers midi, le soleil brûlait insupportablement. Le sang coagulait rapidement sur le bronze, se transformant en une croûte noire. Les ennemis reculaient, mais les légionnaires ne les poursuivaient pas sans ordre. L'armée romaine ne perdait jamais sa formation, même dans la victoire. Une victoire sans ordre était considérée comme une défaite. Tite-Live notait que c'était précisément grâce à cette retenue que les Romains pouvaient combattre pendant des heures sans rompre leur formation. Au milieu du combat, les centurions passaient dans les rangs arrière, où ils pouvaient évaluer la ligne de front générale. Si la formation vacillait, la touba retentissait, une trompette de bronze signalant le renforcement de la ligne. Ce son perçait le fracas et les hurlements, comme l'appel de Rome elle-même. La touba, le souffle de l'armée, son rythme. L'entendre signifiait vivre. Vers le soir, le combat s'apaisait. Les légionnaires ramassaient les trophées, comptaient les morts, vérifiaient leurs armes. Aucune épée ne devait être perdue. La perte d'un glaive équivalait à la désertion. Pour cela, la mort. Mais de tels cas étaient presque inexistants. Les guerriers savaient leur lame, leur nom, leur mémoire, leur honneur. Et pourtant, derrière cette froide précision se cachait un prix. Chaque coup laissait une trace, non seulement sur le corps de l'ennemi, mais aussi sur l'âme du guerrier. La discipline romaine ne permettait pas d'en parler. Mais quand, dans le silence de la nuit, le camp s'apaisait, et que seuls les forgerons réparaient les lames, chacun comprenait. Cette épée était redoutable non seulement pour les ennemis, mais aussi pour ceux qui la maniaient. Ainsi naissait la force qui apporta à Rome la domination sur le continent. Mais la force exige toujours un sacrifice. Et bientôt, l'Empire paiera pour son efficacité impitoyable, avec le sang de ses propres soldats. Quand la poussière s'élevait au-dessus du champ de bataille et que le soleil se reflétait sur des milliers de boucliers, Rome montrait son vrai visage. Ce n'était pas le visage d'un héros, mais celui d'une machine, créée dans un seul but, soumettre. Chaque victoire avait un prix, et ce n'étaient pas seulement les ennemis qui le payaient. Lors des campagnes à travers les Alpes, des expéditions sans fin en Gaule et en Bretagne, les légionnaires périssaient plus souvent de fatigue que des épées. Mais leur mort n'était pas considérée comme une tragédie, seulement comme une continuation du service. Telle était la logique de l'Empire. Plutarque écrivait qu'après la bataille d'Alésia, où les troupes de Jules César encerclèrent l'armée de Vercingétorix, le sol était littéralement jonché de cadavres. Plus de 80 000 morts en une seule journée, et tout cela grâce au système romain. Là où d'autres armées s'effondraient d'horreur, les légionnaires se contentaient d'exécuter les ordres. La lame entrait précisément sous le bouclier. Une frappe, dans le ventre, un pas en arrière, une nouvelle estocade. Le même rythme, des centaines de fois. C'était l'arithmétique de la mort, où le glaive était l'outil de calcul. L'historien moderne, Goldsworthy, donne une description scientifique de ce processus. L'épée romaine était conçue pour le combat rapproché, où l'espace est limité et le temps se mesure en fractions de secondes. Dans de telles conditions, ce n'est pas la force qui est importante, mais le contrôle. C'est pourquoi les légionnaires s'entraînaient constamment à maintenir la distance. Un demi-pas, pas plus. Ce principe s'appelait l'intervallum. Entre chaque guerrier, un espace pour la manœuvre, mais pas pour la peur. Imaginez une ligne de front où des milliers d'hommes se déplacent avec une précision mathématique. La poussière se mêle aux cris, le fer chante comme un chœur. Et dans cette symphonie, chaque légionnaire sait. Sa vie est une fraction de seconde entre l'attaque et la riposte. Le bouclier se lève, la lame sort, le sang coule. Mais aucun ne s'arrête tant que l'ordre n'a pas été donné. Même si un camarade tombe à côté, la formation ne se brise pas. L'armée romaine reposait sur 3 mots. Ordo, disciplina, virtus. Ordre, entraînement, bravoure. La virtus, un concept particulier. Non pas simplement du courage, mais la volonté de mourir pour la cause commune. Cette foi transformait les gens ordinaires en mécanismes. Tacite écrivait que les Romains pouvaient perdre une bataille, mais ne perdaient jamais l'ordre, et si nécessaire, ils allaient à la mort,
conservant leur formation jusqu'au bout. Des découvertes archéologiques de la forêt de Teutobourg, où les légions de Varus furent anéanties par les Germains en l'an 9 de notre ère, montrent, même au moment de la catastrophe, les Romains ne fuyaient pas en panique. Leurs corps gisaient en rang, comme s'ils étaient morts sans relâcher leurs boucliers. Cet épisode fut une leçon. Un système peut être fort, mais non immortel. Au combat, le glaive n'était pas seulement une arme, il définissait la perception même du temps. Chaque coup divisait la vie en un avant et un après. Quand l'ennemi tombait, le légionnaire ne le regardait pas en face, c'était interdit. Non par pitié, mais par calcul. L'émotion nuisait à l'ordre. César écrivait que le meilleur guerrier est celui qui ne ressent rien pendant le combat. Pour l'Empire, c'était une vertu. Pour l'homme, une perte d'humanité. Le sang que la terre absorbait devenait partie intégrante de la légende romaine. Mais avec elle naissait aussi la peur. Les barbares commencèrent à croire que l'épée romaine n'apportait pas seulement la mort, mais une malédiction. Des rumeurs circulaient selon lesquelles les lames étaient trempées dans le sang des esclaves. L'archéologie ne le confirme pas, mais le fait même de la légende montre les ennemis ressentaient. Le glaive ne tue pas seulement, il humilie. Il rend la mort rapide, mais froide, sans héroïsme. Et pourtant, les Romains croyaient que c'était précisément cette impitoyabilité qui était la source de la force de l'Empire. Les guerriers inscrivaient de courtes devises sur leurs lames. L'œil de Rome, le juge silencieux, je sers jusqu'au bout. Chaque épée devenait non pas un objet personnel, mais un objet d'État. Même au moment de la victoire, elle n'appartenait pas à l'homme, mais uniquement à Rome. Après les combats, les légionnaires nettoyaient méticuleusement leurs armes du sang. Dans les camps, il existait une procédure spéciale, la purgatio. Les épées étaient frottées avec du vinaigre de vin, séchées au soleil et graissées avec de la graisse animale. Cette pureté rituelle avait un sens. On pensait qu'une lame impure apportait la défaite. Mais à un niveau plus profond, c'était une manière de purifier la conscience, de laver ce qui ne pouvait être oublié. Quand la nuit tombait, le camp plongeait dans un silence profond. Derrière les murs, les prisonniers pleuraient, le vent agitait les étendards, et quelque part au loin dans la forge, l'acier était fondu pour de nouvelles lames. Chaque légionnaire savait, demain tout se répéterait. Le même pas, le même coup, la même poussière. Mais dans cette répétition infinie se cachait l'immortalité de l'Empire. Elle vivait non par les hommes, mais par l'habitude d'un ordre parfait. Cependant, à chaque siècle, cet ordre commençait à se fissurer. Là où se tenait autrefois une formation de fer, des doutes apparaissaient. De moins en moins souvent, les trompettes résonnaient. De plus en plus, les cris de révolte. Et quand l'épée, qui avait servi Rome pendant des siècles, se retrouva entre les mains d'étrangers, elle restait toujours redoutable. Mais désormais, il était redoutable non plus pour les ennemis, mais pour Rome elle-même. Vers le milieu du 1er siècle de notre ère, Rome n'avait déjà plus d'égaux. Les légions s'étendaient de la Bretagne à la Syrie, du Sahara au Rhin. Mais plus l'Empire grandissait, plus il était difficile de le maintenir par l'acier. L'épée, autrefois symbole de résilience, devint un instrument politique. Les empereurs se succédaient plus vite qu'ils n'avaient le temps de forger une nouvelle lame. Et de plus en plus souvent, le glaive se levait non pas contre les ennemis, mais contre les siens. Les historiens écrivaient que c'est précisément durant cette période qu'apparaissait un nouveau type de légionnaire, non pas un paysan, mais un professionnel ayant grandi dans une caserne. Sa vie commençait par un serment et se terminait dans les sables d'une terre étrangère. Il ne connaissait pas de foyer, seulement la route. Mais cela faisait de lui un soldat parfait. Le glaive dans ses mains n'était pas une arme, mais une partie de son corps. Quand un tel homme combattait, il ne pensait pas à la gloire, il remplissait une fonction. Et c'est précisément pourquoi les ennemis appelaient les Romains des gens sans visage. Le terme décrivant cet ordre s'énonçait comme imperium, le pouvoir donné à l'épée. Ce n'était pas simplement une force politique, mais un droit sacré de châtier et de pardonner. Le symbole de ce pouvoir était le licteur avec un faisceau de verge et une hache, les faisceaux. Mais derrière lui se tenaient ceux qui créaient le sens de ce symbole, les légionnaires avec leurs glaives. Leur acier confirmait la loi mieux que les paroles des sénateurs. Plutarque notait qu'après la mort d'Auguste, lorsque l'Empire entra dans l'ère des assassinats politiques, l'épée devint un argument dans les disputes. Les commandants luttaient pour le trône. Les légions juraient fidélité à celui qui payait le mieux. Mais les soldats eux-mêmes restaient fidèles uniquement à l'arme. Rome tenait non pas sur des idéaux, mais sur des lames qui ne connaissaient pas la trahison. Et pourtant, c'est précisément en cela sa tragédie.
Sur les frontières nord, dans les terres des Germains, les archéologues trouvent des lames aux extrémités brisées. Elles semblent avoir été délibérément cassées après la bataille. Les historiens supposent les soldats faisaient cela pour que l'épée ne tombe pas entre les mains des barbares. Dans ce geste, un étrange mélange de peur et de sacralité, le glaive était perçu presque comme un être vivant. On ne pouvait le céder, même aux morts. Mais l'Empire vieillissait. Là où se tenaient autrefois des centurions avec le signe de la Légion gravé sur la poitrine, apparaissaient désormais des mercenaires ne connaissant pas les ordres latins. La discipline, disciplina, autrefois fondement de la puissance romaine, devint un mot vide. Les légions se dispersaient de plus en plus souvent, exigeant terre et or. Ordo, l'ordre, se transformait en bruit et en poussière, et avec lui, le sens du glaive se perdait également. Tacite écrivait que dans l'Empire tardif, le soldat devint plus lourdement armé, mais plus léger d'âme. Son armure brillait, mais son cœur s'éteignait. Il maniait toujours l'épée, mais ne se maîtrisait plus. Et quand Rome entra dans l'ère de la crise du IIIe siècle, la vieille lame se révéla trop courte pour contenir le monde. L'épée, autrefois conçue pour le combat rapproché, se révéla désormais inutile dans les guerres civiles, où l'ennemi portait la même toge, parlait la même langue et adorait les mêmes dieux. Chaque coup résonnait alors comme l'écho d'un suicide. Les archéologues découvrent des glaives enfouis dans les murs des maisons, comme si les gens cherchaient à cacher le symbole d'une violence dont ils étaient là. Mais dans l'histoire, le fer est toujours plus fort que la peur. Lorsque l'Empire se divisa, sa partie orientale, Byzance, continua d'utiliser des épées courtes, mais avec une philosophie différente. Le glaive céda la place à la spata, une longue lame de cavalerie. Ainsi s'acheva l'ère de l'épée courte, conçue pour les pas dans la densité de la formation. Désormais, la guerre devenait mobile, chaotique, comme l'époque elle-même. Cependant, le souvenir du glaive ne disparut pas. Même des siècles plus tard, les forgerons européens conservèrent sa forme dans leur création. La lame courte, droite et équilibrée devint le prototype de nombreuses épées médiévales. Dans les musées d'Europe, on peut les reconnaître à leur lame rhomboïde caractéristique, froide, comme si elle avait été forgée non par l'homme, mais par la logique de la guerre. L'épée mourut en tant qu'arme, mais demeura en tant qu'idée. Elle rappelait que la force n'est pas la longueur de la lame, mais la précision de la main, et qu'une civilisation bâtie sur l'ordre est confrontée tôt ou tard au fait que l'ordre exige du sang. Rome tomba non pas parce que son épée s'émoussa, mais parce que la main qui la tenait se fatigua. Mais avant que cette main ne lâche la poignée pour toujours, le glaive eut le temps de faire une dernière chose, laisser une empreinte en chacun de ceux qui le regardaient. Parce que cette courte lame changea à jamais la manière dont l'homme conçoit la guerre. Et même aujourd'hui, des millénaires plus tard, il pose toujours une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Le glaive mourut avec Rome, mais son ombre subsista dans chaque lame forgée après lui. Il devint un archétype, une image d'arme où la simplicité signifie la perfection. Ni ornement, ni centimètre superflu, seulement le but, frapper avec précision, survivre. Les archéologues le trouvent dans les tombes de soldats, dans les ruines de forteresses, dans les camps de siège, et toujours près des corps, comme si même la mort ne pouvait séparer le guerrier et l'épée. Les historiens débattent de ce qui est le plus redoutable, l'arme elle-même ou le système qui l'a créée. Le glaive était un miroir de Rome, court, rationnel, impitoyable. En lui, pas d'héroïsme, seulement une fonction. Mais c'est précisément cela qui le rend terrifiant. Il anéantit l'idée du choix personnel. Chaque légionnaire, en enfonçant sa lame, ne commettait pas un acte, mais une action prescrite par l'Empire. Aujourd'hui, quand nous regardons ces lames rouillées dans les musées, il semble que nous voyons simplement du métal. Mais en réalité, devant nous se trouve un concentré de volonté humaine, transformé en forme. Cette épée ne se contentait pas de tuer des corps, elle a façonné une civilisation où l'ordre est devenu plus important que l'homme. Et voici la question principale à laquelle toute l'histoire mène. Si Rome n'est pas tombée à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause de la fatigue de ses soldats, alors qu'adviendra-t-il de nous quand notre propre ordre deviendra trop lourd? Le glaive nous rappelle, la force sans humanité se transforme en une pointe dirigée vers l'intérieur. Il était court, mais son empreinte, éternelle. Et maintenant, sachant à quel prix la discipline romaine a été forgée, il est bon de se demander, pourrions-nous soulever cette épée et rester humains?